Allez, c'est reparti pour le prochain dossier sur les villes durables. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ville durable est une expression qui désigne une ville ou une unité urbaine respectant les principes du développement durable. Durable, ça veut dire quoi, durable ? Merci, mais je me sens pas trop concernée, là. Il faut que je demande à Fred. Non, pas ça. Bon alors, une ville durable, c'est avec ou sans nucléaire ? Le nucléaire, c'est une question de confiance. Ouh là là, il va fort lui. Et les énergies renouvelables alors ? Plus le rotor est grand, plus l'éolienne est puissante. Allez, on continue la visite. Ok Sabine, on y retourne. Bon alors, dans une ville durable, il y a forcément des maisons durables. Les bâtiments à énergie positive sont de plus en plus innovants. Ah oui, donc une maison à énergie positive serait juste une maison contente ? Oh, ça me paraît bizarre. Ah, cette musique me dit quelque chose. C'est peut-être pas si moderne que ça, les villes durables. Il fait bon à toutes les saisons. En hiver, on a juste besoin d'un poêle pour se chauffer, et en été, il fait frais à l'intérieur à cause de la roche. Ah, je me souviens. On avait découvert les maisons troglodytes, anciennes et pourtant bien isolées. C'est vrai d'ailleurs pourquoi il fait chaud dans un igloo. Et entre les igloos et les écoquartiers, il se passe quoi ? Le pétrole est devenu le sang du monde moderne. On va tous crever. Mais non, mamie, on va vivre dans des villes durables. Ouh là là, il y en a plein. Je vais plutôt demander conseil à Fred. Et aussi, comment construire ma maison passive ? Et où vivra-t-on en 2050 ? Comment on se déplacera ? Où sont les écoquartiers en France ? Est-ce que je peux y habiter ? Oh bah désolé Fred, je me pose trop de questions. Pas de problème la petite voix, la curiosité est parfois un très bon défaut. Bonjour à toutes et à tous. Comment les villes du monde s'adaptent-elles au réchauffement climatique ? Quelles sont les idées les plus réalistes ou les plus folles qui trottent dans la tête des urbanistes pour faire en sorte que nos villes consomment moins d'énergie, qu'elles émettent moins de gaz à effet de serre, tout en étant de plus en plus agréables à vivre ? Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines et ça ne cesse d'augmenter. En 2050, ce sera probablement 70% de la population mondiale. Mais quand on sait que nos villes produisent actuellement environ les 2/3 des gaz à effet de serre que nous rejetons dans l'atmosphère, ça mérite quand même de se pencher sur la question. Comment passer de la ville d'aujourd'hui à une ville durable, moins énergivore en électricité, en transport, en chauffage? Ça, c'est le premier volet de notre « Comment ça marche ?» Et pour en savoir plus, c'est simple, il suffit de descendre un peu là. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos villes pour qu'elles deviennent plus durables ? Déjà, un des gros problèmes, c'est le nombre de voitures. La circulation urbaine représente la moitié des kilomètres parcourus par les voitures en France. Or, les transports sont responsables d'1/3 des émissions mondiales de dioxyde de carbone. C'est donc l'un des principaux facteurs d'émissions de CO2 en ville, sans compter la pollution de l'air. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire contre ça ? On pourrait réorganiser les villes pour éviter l'étalement urbain, les densifier pour réduire les distances entre le domicile et le lieu de travail. Une autre solution serait d'augmenter les capacités des transports en commun, les rendre plus performants, car la voiture reste le mode de déplacement majoritaire pour se rendre au travail. 72% des Français l'utilisent, contre seulement 13% pour les transports en commun. Mais les voitures, c'est quand même bien pratique pour se déplacer. Eh bien, dans ce cas, il faudrait développer l'usage de la voiture électrique en installant un peu partout des bornes de recharge en libre service. La distance moyenne parcourue chaque jour en voiture, c'est environ 25 km. C'est largement en dessous de l'autonomie des voitures électriques. Et puis la ville pourrait favoriser les déplacements en vélo. Le sport, c'est bon pour la santé, et l'huile de coude, enfin de genou, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Bon, ok, les transports en ville, c'est réglé. Mais il n'y a pas que ça qui pollue. Eh non. On pourrait aussi changer la manière de produire notre électricité. Tiens,
Tu sais qu'en 2014, 5% de l'électricité a été produite par des centrales thermiques qui fonctionnent au fioul, au gaz ou au charbon. 18% par les énergies renouvelables, surtout par des barrages hydroélectriques, mais aussi par les éoliennes et un peu par les centrales solaires. Et enfin, 77% par le nucléaire. Mais le nucléaire, ça n'émet pas de CO2 ? Oui et non. Le dioxyde de carbone ne sort pas directement des cheminées des centrales nucléaires, mais elles émettent malgré tout du CO2 de manière indirecte. Eh oui, si on prend en compte l'extraction de l'uranium, son transport, la construction de la centrale, la gestion des déchets produits et le démantèlement, oui, le nucléaire émet du dioxyde de carbone. Alors certes, beaucoup moins que les énergies fossiles, mais plus que la plupart des énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Eh bien, idéalement, il faudrait que notre ville durable devienne de plus en plus autonome en énergie, qu'elle produise directement sa propre électricité pour la consommer sur place. Le tout, bien sûr, grâce aux énergies renouvelables. Des panneaux photovoltaïques et des éoliennes pourraient ainsi fleurir sur le toit des immeubles. Attends, c'est bien de faire de l'énergie propre, mais il y a une autre solution, moins consommée, non ? Bien sûr. On pourrait notamment réduire la consommation d'énergie due au chauffage, en isolant mieux les immeubles et en favorisant des modes de chauffage comme la géothermie, qui capte la chaleur du sous-sol, ou la biomasse, qui brûle les matières végétales comme le bois ou les déchets agricoles. Et puis, il y a toute une architecture et un urbanisme à repenser. Un immeuble qui est collé à un autre permet de profiter du chauffage de son voisin et vice-versa. Autre exemple, le trop-plein de chaleur que produisent les réfrigérateurs d'un supermarché pourrait être utilisé pour chauffer l'eau des piscines publiques. C'est tout l'avantage des villes. Elles permettent de mettre en commun des ressources pour faire des économies et elles commencent déjà à changer. En fait, chacun d'entre nous peut participer aux solutions. Comment ? Eh bien, par exemple, en choisissant de construire une maison à énergie passive, c'est-à-dire une maison qui n'a pas besoin de faire appel à une énergie extérieure, fuel, gaz ou électricité, pour se chauffer et se climatiser. Et encore mieux, il existe aussi des maisons à énergie positive. En clair, des maisons qui produisent plus d'électricité qu'elles n'en consomment. Oui, oui, la petite voix, ça existe. À toi de jouer. Des maisons écologiques. Ah, je rêverais d'en construire une, mais je ne sais pas par où commencer. Tu voudrais pas m'aider ? Bien sûr que si, je suis là pour ça. Construire des habitations économes en énergie est une très bonne idée, voire même une nécessité. Car plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre que nous rejetons proviennent de la consommation d'énergie de nos logements. Des solutions existent, on peut donc agir. Alors, par où on commence ? Déjà, par réduire les pertes de chaleur, car certaines maisons sont de vraies passoires. La première des choses, c'est la forme de la maison. À superficie égale, une maison compacte, cubique, aura moins de surface de contact avec l'extérieur qu'une maison biscornue. Elle perdra donc beaucoup moins de chaleur. Ensuite, l'orientation de la maison. Les espaces de vie comme le salon, on les oriente plein sud, avec de grandes baies vitrées pour profiter au maximum de la chaleur du soleil. Les pièces secondaires, comme la buanderie, les toilettes ou les chambres à coucher, dans lesquelles on a besoin de fraîcheur, on les place plutôt au nord, voire à l'est. Moi je veux bien, mais en été, tu ne crois pas que ça va cogner dur dans les pièces exposées plein sud ? En été, le soleil est haut. Un brise-soleil qui prolonge le toit évite la surchauffe des pièces grâce à l'ombre qu'il génère. Et en hiver, comme le soleil est bas, il n'empêche pas les rayons de réchauffer les pièces. Je commence à m'y voir. Un ou plusieurs étages, ça ne pose pas de problème ? Non, mais dans ce cas, il faut bien prévoir l'isolation. Si on place l'isolation des murs à l'intérieur de la maison, la chaleur, comme tu le vois, peut s'échapper à la jonction des étages. C'est ce qu'on appelle des ponts thermiques. Placer l'isolation à l'extérieur du bâtiment est donc plus efficace pour éviter ces déperditions. Et puisqu'on parle d'isolation, il faut penser aux fenêtres,
car 10 à 15% des pertes de chaleur passent par là. Un double, voire un triple vitrage résout ce problème. Ok, pigé, une maison écologique, c'est d'abord une maison bien isolée. Exact. Et une maison bien aérée. Comment ça? Bah oui, une maison, il faut qu'elle respire, que l'air à l'intérieur se renouvelle. C'est important pour notre confort et pour notre santé. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut ouvrir ses fenêtres chaque jour pendant au moins un quart d'heure, même en hiver. Ouais, mais seulement en hiver, on refroidit la maison. Et c'est pour cette raison que l'aération doit être bien pensée, dès la conception de la maison. On peut par exemple utiliser des VMC, des ventilations mécaniques continues. Certaines VMC utilisent l'air intérieur que l'on extrait pour réchauffer l'air venant de l'extérieur et ainsi éviter de trop refroidir la maison. Ce sont les VMC double flux. On peut aussi utiliser un puits canadien ou un puits climatique. C'est un système d'aération enterré dans le sol. À partir d'1 mètre de profondeur, la température du sol est constante toute l'année, environ 12-13 degrés en France. Résultat, en hiver, l'air extérieur qui circule dans le tube se réchauffe et arrive dans la maison préchauffée. Et ça fonctionne aussi en été. L'air se refroidit en circulant dans le tube et permet d'aérer ta maison et de la rafraîchir. Ah, elle va être cool, ma maison. Et pour chauffer l'eau du bain, on fait comment? Tu veux dire l'eau de la douche? Oui, bien sûr, c'est ça. Eh bien, on peut installer un chauffe-eau solaire. Les capteurs solaires captent la chaleur du soleil, la transmettent au ballon qui s'en sert pour réchauffer l'eau. Voilà. Avec toutes ces mesures, tu obtiens une maison passive. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'énergie extérieure pour se chauffer. À la limite, juste un chauffage d'appoint pour les jours d'hiver les plus froids. Le reste de l'année, la maison se contentera de la chaleur du soleil grâce à l'exposition et de la chaleur émise par ses habitants et les appareils électroménagers. Ah mais c'est génial! Mais il y a encore mieux. La maison a énergie positive qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Ces bâtiments sont des bâtiments passifs auxquels on ajoute une centrale photovoltaïque ou une éolienne pour produire de l'électricité. Il existe d'autres procédés, mais ceux-ci sont les plus courants. Juste une question, qu'est-ce qu'on attend alors pour construire des bâtiments à énergie positive? Le problème est que ces bâtiments coûtent encore cher en France, 20 à 30% plus cher qu'une habitation classique. Mais on commence de plus en plus à voir fleurir ce type d'habitation. C'est le grand chantier qui nous attend. Finalement, on est peut-être en train de réinventer le passé. Autrefois, partout dans le monde, on utilisait les matériaux et les énergies disponibles sur place pour construire des maisons adaptées à chaque climat. Mais on est aussi en train d'inventer l'habitat du futur. Les écoquartiers fleurissent déjà un peu partout et ce n'est sans doute que le début d'une révolution de l'urbanisme. En tout cas, les architectes ne manquent pas d'imagination. On vous raconte tout ça dans le fil du temps. Autrefois, avant que les moyens de transport modernes n'existent, on utilisait les matériaux présents sur place pour construire les habitations. Ainsi, elles étaient vraiment adaptées à leur climat. C'est ce que l'on appelle l'architecture vernaculaire. Par exemple, l'architecture troglodyte, utilisée depuis la préhistoire, correspond à l'ensemble des abris humains situés en sous-sol. On les retrouve souvent dans les zones très chaudes ou très froides, car l'isolation d'une épaisse couche de roche est excellente. En plus, la température du sous-sol ne varie pas au fil des saisons. Par exemple, en France, hiver ou été, le sous-sol est toujours à 13 degrés environ. Pratique, non ? Ah, voilà les Inuits qui vivent dans les régions arctiques d'Amérique du Nord. En période de chasse, ils construisaient le fameux igloo. Construction neigeuse en dôme, ces habitations sont idéales pour le climat très froid. Sa forme n'est pas choisie par hasard, car le dôme est la forme qui autorise le moins de surface avec l'extérieur. Elle limite donc les déperditions de chaleur. Et l'entrée, qui est creusée plus bas que l'espace de l'igloo, empêche l'air froid d'entrer dans l'habitacle. Adaptées à des températures complètement différentes, les constructions en banco, c'est-à-dire en terre crue, sont idéales pour les régions arides. Et oui, la terre crue se réchauffe moins vite que les autres matériaux. On dit qu'elle a une excellente inertie thermique.
Ainsi, même s'il fait très chaud dehors, l'intérieur de la maison reste frais et agréable. Les premières traces de ce type de construction ont été retrouvées en Mésopotamie il y a plus de 10 000 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction des villes détruites a été un enjeu majeur. De nombreux ouvriers à la recherche d'emploi ont immigré de toute l'Europe afin de proposer leur main-d'œuvre. Mais les villes en partie détruites ne contenaient pas assez de logements pour les accueillir. C'est pourquoi les HLM ont été construits. Seulement, pour alimenter ces foyers, il fallait toujours plus d'énergie. Ainsi, en France, la consommation de pétrole et gaz a été multipliée par 20 entre 1938 et 1972. Même si l'habitat n'est pas le seul responsable, il y a grandement participé. Malheureusement, à l'époque, personne ne s'en occupait car il y avait beaucoup de pétrole et qu'il n'était pas cher. Il a fallu attendre les années 70 et plusieurs chocs pétroliers pour voir émerger la question de la consommation et de son impact écologique. À partir des années 90, on voit apparaître de nombreux écoquartiers à travers le monde. Par exemple, vers 1992-1993, la caserne de l'armée française de Vauban à Fribourg en Allemagne est investie par plusieurs centaines de militants écologistes. Roulottes et camping-cars s'installent sur les lieux afin de faire de cette ancienne caserne un modèle de développement durable. Plusieurs installations solaires sont fabriquées et des jardins partagés sont créés. En 1994, la ville finit par racheter les terrains et lance un concours d'architecture pour poursuivre les idéaux des habitants. Une dizaine d'anciens bâtiments sont ainsi réhabilités. L'État français a lancé dès 2008 la démarche Écoquartier, concrétisée en décembre 2012 par la création du label national Écoquartier. Depuis 2012, une trentaine de quartiers ont reçu ce label, soit plus de 40 000 logements. Bonne nouvelle, une directive européenne impose qu'après 2020, tous les bâtiments construits soient à énergie positive. Seul point noir, il n'y a que 1% des bâtiments qui sont renouvelés chaque année. Alors il faudra du temps avant que ce type de construction soit démocratisé. Je vous laisse vous balader dans le quartier de Clichy-Batignolles, actuellement en construction au nord de Paris. Dans le cadre du plan climat-énergie de la ville de Paris, l'architecte Vincent Caillebout a présenté à la mairie de la ville son projet Paris Smart City 2050. L'idée, intégrer dans la ville de grands immeubles à énergie positive qui produiraient de l'énergie pour les quartiers dans lesquels ils sont implantés. De la rue de Rivoli à la gare du Nord en passant par la Porte des Lilas, de nombreux lieux emblématiques ont ainsi été repensés par le biais de 8 prototypes de tours qui, dès leur conception, intègrent les règles du bioclimatisme et des énergies renouvelables. Si on voyage encore plus loin dans le futur, le projet américain Times Square 3015 a de quoi interpeller. Dévoilé lors du concours d'architecture Evolo Skyscraper Compétition 3015, il présente une tour immense de 1,2 km pouvant accueillir jusqu'à 30 000 habitants. Elle regroupe tous les éléments nécessaires à une vie de quartier. Métro vertical pour se déplacer, habitation, école, campus, gymnase, commerce, 4 musées, restaurants, 16 parcs, montagnes miniatures, plages, 1600 hectares de fermes verticales et même une forêt de séquoias. Comme ça, plus besoin de sortir de son immeuble. Si en théorie cette idée est bonne pour le climat, je ne sais pas si j'aimerais passer ma vie dans le même immeuble. Et vous ? Retour à aujourd'hui. De Grenoble à Masdar, de Londres à Copenhague en passant par bien d'autres pays, de nombreuses villes dites respectueuses du climat ont déjà vu le jour, parfois avec succès, parfois en connaissant quelques déboires. Voici un tour du monde des villes qui imaginent l'avenir. Ah, nous voici enfin arrivés à San Francisco, ville de rêve entre océan et collines. San Francisco tente d'atteindre l'objectif de 0 déchet non recyclés ou compostés en 2020. Mais pourquoi veut-on se débarrasser des déchets ? Donc, traiter ce déchet consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est tout un cycle du déchet. Et pour éviter justement que ce déchet soit fortement pollueur, finalement, il faut le recycler. Il faut le recycler et organiser ce qu'on appelle une chaîne de traitement de ces déchets
voire le réutiliser. Voire l'idéal, ce serait de réduire ces déchets. D'accord, j'ai compris. Jetons les déchets. Non, recyclons-les. Justement, en plus d'avoir mis à disposition des usagers différents types de poubelles, la municipalité propose des incitations financières au recyclage. La municipalité a mis à disposition des habitants différents types de poubelles, des incitations financières. Il y a tout un cycle économique qui est autour du déchet pour inciter les populations à recycler leurs déchets. Donc San Francisco a mis un système de recyclage donc des déchets, de recyclage des ordures ménagères extrêmement perfectionné. Par exemple, on est pratiquement revenu à San Francisco à la bouteille de lait dans une bouteille en verre qui est consignée. Cet objectif du zéro déchet peut être en partie atteint, je dirais pratiquement à 80%. Zoom sur le Brésil. Cette fois, ce n'est pas pour danser la samba, mais pour découvrir Curitiba, une ville du nord-est du pays qui avait un petit problème. Les résidents habitaient loin de leur lieu de travail et n'avaient pas les moyens de payer les transports. Progressivement, le maire en particulier, qui maintenant est une personnalité internationale marquante, a imaginé une solution, a réfléchi une solution. Et ils ont imaginé ce système de voies centrales qui traverse la ville, dans laquelle il y a ce qu'on appelle un bus qui est rapide, qui prend énormément de monde, etc. et qui a permis à ces populations d'accéder, se déplacer sans dépenser énormément, trouver du travail, aller au travail, emmener leurs enfants, etc. Ce système de bus s'est avéré avoir des qualités environnementales, en particulier permettait de déplacer beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de gens, en consommant donc moins d'essence, moins de fuel, etc. et en rejetant moins de gaz à effet de serre. En résumé, pour le dire rapidement, au lieu d'avoir 50 voitures pour déplacer le même nombre de personnes, eh ben, on prenait un seul bus, on arrivait à les déplacer plus rapidement, peut-être avec un peu moins de confort, il faut le dire, mais on arrivait à les déplacer sans avoir les mêmes quantités de gaz à effet de serre qui soient rejetés. Le système a très bien marché. Donc Curitiba, effectivement, a permis aux habitants qui étaient déjà là de se déplacer. Du coup, ça a attiré d'autres habitants, de nouveaux habitants, et à un moment, le système s'est trouvé saturé. Saturé, ça veut dire qu'il n'y avait plus de place dans les bus? Grosso modo, si on transformait ça en petit dessin, il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre au début avec ce système de bus, et puis d'autres voitures arrivent parce que la ville devient intéressante, etc. Et les voitures augmentent, et les gaz à effet de serre reprennent en quantité, et on se retrouve avec un petit peu un effet qui n'était pas souhaité. Allez, direction la Corée du Sud pour découvrir Songdo. Songdo est une ville durable, mais aussi une ville high-tech, dans laquelle vit Sylvie Blanchier. Grâce à sa webcam, elle nous présente son appartement. Donc ça, c'est le home control, ce qui nous permet en fait de contrôler en fait toute la maison. En fait, on peut voir un peu combien d'électricité, de kilowatts on a utilisé sur les derniers mois, et on peut aussi faire des comparaisons. On peut rechercher sur les années précédentes, et on a la même sur l'électricité, le gaz, l'eau chaude et le heating, c'est le chauffage. Cool l'habitat connecté, mais du coup, est-ce qu'en contrôlant sa maison, on consomme moins d'énergie? On ressent que l'on consomme moins d'électricité et moins d'énergie, et on le ressent aussi par rapport à nos factures. Dans son appartement, Sylvie a aussi de grandes vitres dans toutes les pièces. Et ça, c'est très pratique pour chauffer la maison, car le soleil entre directement dans l'appartement. Le soleil, du coup, est aussi nous chauffe durant l'hiver. Tout à fait. Donc, en fait, c'est le côté positif. Et c'est pour ça que, du coup, on n'a même pas besoin de chauffer. Songdo a une particularité. C'est un peu une ville en kit dont le concept est destiné à être vendu à l'étranger. L'idée, la construire rapidement. Une dizaine d'années seulement dans le cas de Songdo. Mais alors, elle a été bâclée cette ville? En fait, c'est un peu bâclé dans le sens où on sent que c'est pas fini, qu'il y a beaucoup de mouvements en fait. C'est-à-dire que les pavés ou les rues ne sont
pas très droite en fait. Donc en fait, ça bouge continuellement. Malgré cela, Sylvie est assez enthousiaste à l'idée que des villes comme Songdo voient le jour ailleurs. On a du vert, c'est tranquille, c'est beaucoup plus relax. On peut marcher, on peut courir, on a accès. Séoul, c'est pas si loin que ça, et donc c'est beaucoup plus sympa. Je pense que ce genre de ville devrait être développé dans beaucoup de pays, et je pense que ce sont les villes d'avenir en fait. Voici la fameuse tour torsadée de Malmö, symbole du renouveau de la ville. Et oui, après la désindustrialisation, cette ville de Suède s'enfonce dans une crise sociale. Pour retrouver son attractivité dans les années 90, la ville décide d'adopter une stratégie de développement durable et de construire des bâtiments de meilleure qualité. Donc l'idée, c'était d'utiliser cette meilleure qualité des bâtiments et des espaces, cette meilleure qualité sur le plan de la consommation de l'énergie pour attirer la population, de nouvelles populations, faire rester celles qui considéraient qu'un petit peu Malmö est une ville qui vieillissait un petit peu mal. Donc ça l'a rajeuni en quelque sorte. La ville a par exemple créé BO01. Et non, ce n'est pas un robot, mais un quartier où les bâtiments consomment 4 fois moins que les habitations classiques. Et en plus, Malmö a installé des éoliennes sur la mer. C'est vraiment une mer sur laquelle on pouvait développer un nombre très important d'éoliennes qui ont permis à Malmö de produire donc de l'électricité à moindre coût entre guillemets pour l'environnement et de compléter un petit peu ce qui était produit dans les bâtiments. Malmö s'est donné pour objectif 0 consommation d'énergie. Mais alors, ils n'allument plus la lumière? Quand on calcule leur consommation et leur production localement, eh bien, ils s'acheminent vers une égalité entre ce qu'ils consomment et ce qu'ils produisent dans le territoire de la ville. Donc elles ne consomment pas 0. En fait, ce qu'elles produisent sur place égale à ce qu'elles consomment sur place. Alors ça demande énormément d'efforts, mais visiblement, ils ne sont pas très loin d'atteindre cet objectif. En particulier, et ça c'est à remarquer, y compris sur une partie de la ville existante. Quand on crée un quartier ou une ferme de production énergétique neuve, c'est compliqué, mais au moins on a, on va dire, un terrain vierge, on construit tout ça. Mais le faire sur des bâtiments existants, sur des quartiers existants, c'est ce qu'a fait Malmö, c'est particulièrement difficile. Ils sont arrivés à le faire et ça c'est vraiment notable dans le cas de Malmö. Voici Copenhague, capitale du Danemark. Ce qui est intéressant dans cette ville, c'est la manière dont elle s'est agrandie. On parle d'étalement urbain. Et oui, elle s'est développée comme les doigts de la main. La ville, la ville-centre, a connu une expansion urbaine en tache d'huile. Et au fur et à mesure, ils ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on a une zone urbaine où il n'y a plus de nature. Donc l'idée qu'ils ont eue dès l'après-guerre, dès 1947, ils ont fait un plan d'urbanisme en doigt de gant ou en doigt de la main. C'est-à-dire que de la ville-centre, ils ont tiré des axes de transport et ils ont urbanisé le long de ces axes. Ça veut dire que si je retourne ma main, voilà, on a créé des noyaux de ville qui ont été maillés par le réseau de transport et l'interstice qui est entre mes doigts ont été des espaces verts. Ça veut dire que là, on pouvait être à 20 minutes du centre de la ville, là, on pouvait être à 10 minutes du centre de la ville, mais d'où qu'on soit, on a l'espace vert à côté. Et donc, on avait à la fois une rapidité d'accès au centre-ville, aux universités, et en même temps, une connivence, une proximité avec la nature qui rafraîchissait la ville. Vous voyez, c'est comme une plaque d'aération, finalement. Donc, pour le changement climatique, cette forme de ville est extrêmement importante. BedZ est un écoquartier du sud de Londres qui a été conçu, imaginé et réalisé par ceux qui allaient y vivre. Bon, ok, c'est pas n'importe qui, ils étaient ingénieurs et architectes, mais quand même, on peut leur tirer notre chapeau. Ils ont trouvé ce terrain, ils ont réfléchi à la manière de réaliser ces objectifs-là et ils sont progressivement allés vers un projet qui est parmi les tout premiers projets en Europe qui soit aussi performant. Ils ont installé un système en particulier, on dit de valorisation des déchets, c'est-à-dire transformer les déchets en gaz. Avec ce gaz, on peut donc produire de l'énergie tout simplement. Et donc ils sont arrivés à mettre en place ce petit process à l'échelle de ce tout petit quartier. Alors, à vrai dire, il ne marche plus pour différentes raisons techniques, mais ils ont essayé et ça a été une expérience visiblement intéressante.
Mais BETZ s'étale sur une petite surface, un peu plus de 2 terrains de foot. Il totalise une centaine de logements et quelques bureaux. C'est un tout petit projet, c'est un petit quartier. Et donc malgré l'ambition très forte de ce groupe-là, ils ne sont pas arrivés à le reproduire ailleurs en Angleterre. Ils sont en revanche à l'origine de quelque chose de très intéressant. C'est l'idée de se donner comme objectif zéro consommation. Ça a été les premiers à en parler de cette manière-là. Et du coup, avec une ONG internationale, ils sont arrivés à créer une sorte de modèle que d'autres villes essaient de suivre, qui s'appelle le zéro consommation, dans plusieurs domaines, et notamment l'énergie, notamment même les consommations alimentaires, etc., pour qu'en fait, on puisse vraiment réduire notre impact sur l'environnement. Ah, nous voilà dans notre bonne vieille France. À Grenoble, le quartier de la ZAC de Bonne est le premier écoquartier français. Construit dans les années 2000 sur une ancienne caserne, il a été pensé pour participer au développement durable. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est pas flagrant. Ça ne se voit pas toujours, mais ce sont des bâtiments dans ce quartier qui sont plus performants, c'est-à-dire qui permettent de consommer moins d'énergie, de polluer moins, et donc d'avoir un effet moindre sur le climat. Ok, ils sont plus écologiques que ceux de mon quartier. Mais quelle est la recette? Alors d'abord, ils sont mieux isolés, donc on a moins besoin de consommer d'énergie à l'intérieur. Et puis, pour les consommations qui restent, on a créé par exemple des panneaux solaires, c'est-à-dire des panneaux qui captent l'énergie du soleil pour chauffer à l'intérieur les espaces, hein, les chambres et les appartements, mais pour chauffer l'eau aussi, et ça consomme énormément d'énergie. Ces appartements ont été construits pour consommer moins d'énergie que des appartements classiques de même taille. Est-ce que l'objectif a été atteint? Si on devait reprendre une sorte de note, ils se sont dit on va avoir 10 sur 10 et finalement ils ont eu 8, 8,5 sur 10, ce qui est déjà pas mal parce qu'en général les bâtiments aujourd'hui en France ont plutôt 4 sur 10, donc ils ne passeraient pas, ils redoubleraient s'ils devaient passer un examen. Et puis nous nous sommes posé une question. La ville est-elle l'avenir de l'homme? Et pourquoi pas la campagne? Ou peut-être les deux? Nous avons recueilli l'avis de 2 personnages qui ont des points de vue assez différents sur la question. Il s'agit de Pierre Rabhi et d'Alain Cluzet. À l'évidence, non, parce que la concentration urbaine qui a commencé avec la nécessité, disons, d'une population, concentrée pour répondre aux besoins de l'époque, de l'industrie, de toutes ces choses-là, eh bien maintenant, on peut dire que c'est un peu difficile et de plus en plus les gens ressentent bien la difficulté de vivre en ville compte tenu des menaces internes, c'est-à-dire le chômage et tout ce qui arrive, c'est-à-dire l'indigence qui grandit dans les villes ne permettra certainement pas aux villes d'être encore plus en extension. À mon avis, je n'y crois pas. On peut considérer que les villes européennes relativement riches, qui ont 1 million d'habitants, arrivent à gérer les contraintes d'une urbanisation importante. Mais la croissance urbaine aujourd'hui, elle est surtout dans le tiers-monde et dans les pays émergents. Et la moitié de la croissance urbaine aujourd'hui se retrouve dans des bidonvilles dans lesquels on ne sait pas vraiment, on ne peut pas investir pour réaliser tous les grands équipements nécessaires d'assainissement, réseau d'eau, réseau de transport en commun. Et même à Paris, qui est une ville quand même gérée avec des moyens importants, qui s'intéresse à ces sujets-là, il a été calculé récemment que l'espérance de vie était inférieure d'1 an à ce qu'elle pouvait être en province ou dans des zones rurales. C'est quand même important cet impact de la pollution sur la santé et sur la durée de vie des gens. Et je pense que c'est inacceptable. Je ne vois vraiment pas comment on peut réguler si on ne prend pas en compte les espaces libres aujourd'hui. Évidemment, il ne s'agit pas d'envahir les espaces libres pour les détruire. Il s'agit aujourd'hui d'équilibrer, disons, l'agriculture avec l'urbanisme, avec des couronnes, peut-être des couronnes productives. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement attentif au fait que l'on puisse enfin mettre en place une planification qui permette de répartir les énergies et les populations entre rural et urbain et partir sur une nouvelle logique qui va en fait amener l'équilibre. Sinon, il y aura certainement des drames alimentaires, c'est tout à fait plausible. Ce ne sera pas un choix
comme ça, tranquille, délibéré, etc. Mais ça, malheureusement, ça va passer par une nécessité. Il faut répartir la croissance dans des villes de taille intermédiaire. On ne peut pas considérer, par exemple, en France, que toute la croissance urbaine doit aller vers Paris. On ne peut pas considérer qu'elle doit aller toute vers Londres, vers Berlin, vers Madrid ou Rome. Il y a beaucoup de villes de taille intermédiaire, de taille moyenne, de 200, 500 000 habitants, 1 million d'habitants, fort capables d'accueillir une croissance mesurée. On le voit avec Rennes, on le voit avec Nantes, on le voit avec Bordeaux, Toulouse. Et ces villes moyennes sont sans doute beaucoup plus capables de gérer une croissance que d'énormes métropoles dont le coût de gestion devient extrêmement important. Ben, je crois que ça l'a été, oui. Ça l'a été parce que la ville devait résoudre tous les problèmes. C'était le lieu paradisiaque où on allait, on avait un salaire, on avait, etc. Donc je pense qu'il y a une phase, surtout au début du siècle et pendant la phase de l'émergence de l'industrie, il y avait une espèce de fascination et d'attirance des gens vers la ville, notamment le salaire. Et les paysans qui étaient dans un système aléatoire avaient enfin à avoir un salaire qui était fixe, etc. Dans ma pratique et dans ma vie quotidienne, je rencontre énormément de gens qui aspirent maintenant à la campagne. Qui aspirent à la campagne parce qu'ils considèrent que vivre en ville ne les épanouit pas. Ils sont dans une espèce de vie mécanique où on va travailler, on prend la bagnole, on fait etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont maintenant dans l'aspiration de la campagne. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter ce que la modernité nous a apporté. Ça veut dire qu'il faut adapter ce que la modernité apporte à un projet qui soit un projet raisonnable, qui soit un projet progressiste. Donc la modernité n'a pas fait que des choses négatives, loin de là. Mais aujourd'hui, ben, il faut un autre imaginaire, parce que si on reste toujours dans l'imagination, recours au pétrole, recours à des matériaux coûteux, etc., on n'en sortira pas. Vivre à la campagne, de toute façon, au niveau statistique, ça peut être que marginal aujourd'hui, parce que tout le monde a une vie urbaine à beaucoup d'égards. C'est-à-dire qu'on consomme des produits industriels, on est dépendant de hautes technologies pour communiquer avec tous ses proches. Les métiers qui permettent de créer de la plus-value, c'est-à-dire de la richesse, sont des métiers très urbains, avec la technologie, avec de l'échange. La difficulté de la vie à la campagne, même si elle peut être très agréable, c'est qu'elle ne peut plus concerner une majorité de la population. La ville, c'est là où il y a la culture, c'est là où il y a l'innovation, c'est là où il y a l'échange avec les autres, c'est là où il y a le commerce. C'est la ville qui crée cette intensité incroyable qu'on a à la Défense où on est ce jour. On ne peut pas rejeter cela, ça serait stupide et ça serait un retour en arrière. Ben, je ne sais pas. il y a un certain Fournier qui, dans les années 60, a dit des choses très justes. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et c'est une réalité absolue. Aujourd'hui, l'humanité ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas où elle veut aller. Regardez les informations et vous voyez le désastre de la violence partout, etc. La nature qui est malmenée, les poissons qui disparaissent, les éléphants qui disparaissent, les forêts qui se réduisent, les terres polluées, etc. Donc ça veut dire que la grande question aujourd'hui, c'est de revenir à l'équilibre. On ne peut pas demander à la planète toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus pour les uns et toujours moins pour les autres. Et finalement, dans l'épuisement général de toutes les ressources que cette merveilleuse planète nous donne. Aujourd'hui, on ne veut pas casser le moral aux gens, hein, je veux dire, c'est pas ça. Si on dit ces choses sévères, même pour des jeunes, c'est pour dire qu'il y a possibilité de faire autrement. C'est pas pour rentrer dans le marasme et rester dans le cauchemar et dans la déprime. C'est de dire, constatons qu'il y a une situation et que cette situation, on peut la changer. Et j'affirme qu'on peut la changer. À l'avenir de l'homme, on espère déjà qu'il est sur Terre, parce qu'au rythme actuel, on ne sait pas si dans quelques siècles, on pourra la recherche frénétique que l'on fait de nouvelles planètes habitables risque de devenir dans quelques siècles extrêmement troublante si on n'arrive pas à inverser le cours des choses et si on n'arrive pas à consommer moins qu'on ne produit. Vous savez qu'il y a un indice qui s'appelle l'empreinte écologique et qui montre tous les ans que la Terre, sur Terre, on consomme
une planète et demie tous les ans, c'est-à-dire par rapport à sa capacité de se régénérer, on en consomme une et demie par an. Et donc finalement, il y a un déficit environnemental qui se creuse et pour les générations futures, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut très vite inverser la pente. Donc l'avenir de l'homme, il est partout sur la planète, je l'espère, mais à condition qu'on en fasse véritablement une partenaire, pas juste une ressource libre, une ressource gratuite dont on pourrait puiser indéfiniment. Voilà, nous refermons ce dossier, mais attention, pour le prolonger et aller encore plus loin, n'oubliez pas notre émission dans laquelle nous nous poserons la question « Est-il possible de vivre en ville sans énergie fossile ou très peu ?» Et puis avant de se quitter, évidemment, une petite question qui s'adresse à vous. Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne? Pour répondre, c'est juste en dessous. À bientôt.